Nous voilà ensemble pour la deuxième table ronde, une table ronde qui va travailler sur la résilience collective et le rôle de l'entreprise dans cette résilience. Pour en parler avec moi ce matin, Jérôme Chartier, bonjour, vous êtes le fondateur des Entretiens de Royaumont. Les Entretiens de Royaumont, c'est tous les ans un endroit où la réflexion collective se confronte et où l'intelligence progresse. C'est un endroit absolument extraordinaire, magique parce que le lieu est magique, l'abbaye de Royaumont, et magique aussi parce qu'on y progresse beaucoup dans l'échange d'idées et dans la connaissance. On va revenir vers vous dans un instant. Dès que j'aurai parlé avec Antoine Frérot, bonjour Antoine Frérot, vous êtes le PDG de Veolia, un homme qui anime l'actualité en ce moment, beaucoup, mais on ne va pas forcément parler de l'actualité, on va parler dans l'univers de la sagesse du risque, de ce que c'est que la résilience collective et de ce que peut avoir comme rôle l'entreprise dans cet univers-là. Vous êtes connu dans le milieu des chefs d'entreprise, du capitalisme français, pour être un grand défenseur d'une vision moderne, actuelle et plutôt innovante de l'entreprise. Et vous avez d'ailleurs un mot pour qualifier ça, vous appelez ça l'entreprise plurielle. Qu'est-ce que c'est que l'entreprise plurielle ? Eh bien, c'est l'entreprise qui cherche à prouver son utilité pour tous les publics qui s'engagent avec elle et qui pensent que c'est parce qu'elle est utile et largement utile qu'elle est et qu'elle sera prospère, et pas l'inverse. Ces publics qui sont finalement assez nombreux, les publics qui s'engagent avec l'entreprise. Bien évidemment, il y a les actionnaires qui leur apportent des fonds, il y a les salariés qui travaillent, il y a les clients qui achètent, il y a les fournisseurs, les territoires, et même pour les entreprises qui transcendent les générations futures, et donc aussi la planète. Tous ces publics, ils attendent quelque chose de l'entreprise. Et bien évidemment, ils ne peuvent pas le faire toutes seuls, et donc c'est pour ça qu'ils s'engagent avec un collectif. L'entreprise plurielle, c'est celle qui n'oublie pas qu'elle doit satisfaire les attentes de ces différents publics. Parfois, ces attentes sont contradictoires, et donc il faut parfois veiller à garder un équilibre, une harmonie entre le service de toutes ces parties prenantes. C'est pour ça que l'entreprise plurielle, sa performance, elle est plurielle. Elle a plusieurs dimensions. Il y a bien sûr la dimension économique et financière, mais il y a aussi la dimension sociale, environnementale, sociétale. Et quand on cherche à mesurer la performance d'une entreprise, il s'agit de ne pas privilégier qu'un seul axe. Tous sont importants et l'entreprise doit accorder le même degré d'exigence à tous, même si les engagements des différents publics ne sont pas de même nature ni de même ampleur. Et donc, l'attention peut effectivement ne pas être non plus de même nature et de même ampleur. Mais il est important de veiller à cela parce que si l'entreprise ne cherche pas à apporter des preuves de cela, eh bien, les publics qui ne se sentent pas servis s'éloignent d'elle, s'écartent et la laissent tomber. Et finalement, ils disent, l'entreprise, ça ne sert qu'à quelques-uns. Et notamment dans notre pays, on entend souvent ça. L'entreprise, ça sert des actionnaires et des patrons, par exemple. Ceci n'est pas exact. Pour l'immense majorité des entreprises, ceci n'est pas exact. Et l'immense majorité des entreprises cherchent à servir leur public. Mais comme elles ne le montrent pas, elles n'en apportent pas les preuves, cette réalité n'est pas perçue par beaucoup de gens. Et une réalité non perçue, vous le savez bien, M. Bétou, elle n'existe pas. Et donc, progressivement, on voit des populations, des parties de population, des Français se défier de l'entreprise et se disant qu'elle ne sert que quelques-uns, et notamment pas eux, eh bien, ils se pensent que l'entreprise n'est pas une chose utile. Je pense, moi, que l'entreprise, c'est une construction extrêmement sophistiquée, collective, clé dans l'apport de prospérité pour notre pays et les autres pays depuis plusieurs dizaines, que dis-je, 150 ans au moins. Et si nous ne veillons pas à garder cette impression que l'entreprise sert ces différents publics, donc beaucoup de gens finalement, hein, quand j'ai cité les salariés, les clients, les fournisseurs, les territoires et les actionnaires, eh bien il y a un risque une partie de la population se dise ce système économique basé sur l'entreprise, le capitalisme, eh bien est-ce qu'il est si utile ? Or, moi, je pense que c'est
le meilleur système qu'on n'ait jamais inventé pour apporter la prospérité. Il est nécessaire de le réguler, bien évidemment, mais il est surtout nécessaire que les entreprises elles-mêmes fassent en sorte d'apporter la preuve de leur utilité. Donc la performance plurielle d'une entreprise, c'est une performance qui est mesurée sur différents axes. Et il y a besoin d'arbitrage entre elles. Il y a besoin d'arbitrage entre ces différents axes. Vous disiez tout à l'heure, il faut la même exigence vis-à-vis de tous ces publics. Est-ce qu'il faut la même exigence et la même importance? Est-ce qu'il y a un public qui est plus important que les autres, un public sans lequel, au fond, tout s'effondre, ou est-ce que tout le monde est à égalité? Non, tout le monde n'est pas à égalité, mais si un de ces publics importants fait défaut, l'entreprise est en danger, me semble-t-il. Les niveaux d'engagement et les prises de risques de ces différents publics de l'entreprise sont différents. Et on peut clairement dire que celui qui prend sans doute le risque ultime, c'est l'actionnaire, puisque c'est, en cas de difficulté, celui qui voit ses intérêts servis en dernier. Et qui est responsable? Et ben, tous sont responsables aussi. Les salariés aussi, les patrons, les clients sont responsables. Bon. Mais lui, c'est lui qui prend le risque ultime. Ouais. Bon. Donc, on peut tout à fait concevoir que du coup, il doit avoir un certain nombre de prérogatives et s'assurer que tout le monde n'est pas, les intérêts de tout le monde ne sont pas servis avant les siens. Bon. Mais il est important de conserver aussi l'appui des autres parties prenantes. L'entreprise, elle a besoin d'alliés. Et ce sont ceux qui s'engagent avec elle, ceux pour qui elle est utile, qui sont ses alliés numéro un. D'abord ses alliés. L'entreprise, souvent, et notamment quand elle est en difficulté, elle a besoin que des gens se coalisent, se solidarisent avec elle. Si jamais elle ne leur a pas donné l'impression qu'elle s'intéresse à elle suffisamment, ils vont s'éloigner. Bon. Donc les risques, toutes les parties prenantes prennent un risque avec l'entreprise. Bien sûr, les actionnaires peuvent perdre leur argent, ils sont servis en dernier. Les clients peuvent se faire refiler de la mauvaise qualité. Oui. Les salariés perdent leur emploi. Les territoires qui... Les fournisseurs perdent leur marché, les territoires perdent leurs emplois. Absolument. Bon, donc tout le monde prend des risques. Les risques ne sont pas de même nature. Et donc je pense que l'attention, l'exigence et surtout la performance doivent être proportionnées. Proportionnées. Très bien. Donc il faut avoir tout ça en tête quand on est chef d'entreprise, tout ça en tête lorsqu'on regarde l'entreprise, quand on est un observateur extérieur. Sauf que vous le disiez, il faut que les entreprises le montrent et le démontrent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des objectifs chiffrés, publiés, c'est ça? Ça veut dire clairement des objectifs. Et comme dans ce monde actuel, tout ce qui n'est pas chiffré n'existe pas beaucoup non plus, qu'on est un peu sous la dictature du nombre, oui, je pense que aujourd'hui, on n'évite pas de devoir proposer des objectifs chiffrés. Pas forcément des objectifs annuels, éventuellement pluriannuels, en rendant compte chaque année, mais oui, des objectifs chiffrés sur ces différentes dimensions me paraît être, en tous les cas, la voie que Veolia a choisie pour essayer d'apporter la preuve qu'elle s'occupe de tous. Alors, vous connaissez le procès ou le procès d'intention qui est fait à ce genre de discours. Font ceux qui regardent l'entreprise comme plutôt un adversaire ou en tout cas un objet étrange et pas forcément sympathique, disent bon, tout ça, c'est une vision de bisounours. L'entreprise, elle est là pour produire et on sait très bien que dans la confrontation entre le capital et le travail, certes les deux sont utiles pour fabriquer des biens, mais il y a toujours le capital qui prend la main sur le travail. Entreprise bisounours, vision bisounours? Alors justement, c'est pas du tout une vision bisounours, c'est pas l'entreprise gentille, l'entreprise à performance plurielle, c'est l'entreprise soutenue par ses différents publics, donc l'entreprise forte, avec de nombreux alliés. C'est pour être plus fort, c'est pas pour être gentil, c'est pour être plus fort et plus efficace que l'entreprise a besoin de tous ces parties prenantes, comme on les appelle aujourd'hui, à bord. Et vous parliez de ceux qui contestent le capitalisme et donc l'entreprise. Effectivement, cette vision rénovée du capitalisme, à mon avis, c'est ces gens-là qui vont en être le plus gênés. Parce que si l'entreprise parvient à apporter la preuve de son utilité plus large, contester l'entreprise, pour d'ailleurs, pour certains d'entre eux, la détruire, eh bien, cette perspective s'éloigne. Jusqu'où il ne faut pas aller trop loin. Je vais vous donner un exemple dont on a beaucoup parlé dans la presse et qui a un peu secoué le monde auquel vous appartenez, ce monde du CAC 40 et des très grands patrons français, qui s'interrogent tous sur ce que vous venez de dire. Il y a une entreprise, Danone, pour ne pas la nommer, avec un patron, Emmanuel Faber, qui est très engagé
dans cette démarche-là et qui l'a mise tout en haut des valeurs de l'entreprise et qui a même exigé et obtenu de ses actionnaires qu'ils avalisent cette vision de l'entreprise. Et puis, petit à petit, à force de servir la planète, d'être une entreprise gentille au sens où vous venez de le dire, eh bien, la performance, comparée aux autres, elle ne s'est pas forcément dégradée, mais les autres ont progressé plus vite et les actionnaires ont dit, attendez, vos concurrents, cher Danone, sont en train de progresser plus vite, vous vous trompez, rééquilibrez donc les exigences entre tout ce que vous venez de nous dire. C'est ça le danger qui vous guette collectivement ? Vous voyez, M. Bétou, vous venez de dire, vos performances se sont amoindries. Une type de performance, la performance financière. Les performances peuvent être plus larges. Mais encore une fois, quand je parle d'objectifs pluriels, l'objectif économique et financier n'est pas oublié. Il est part entière des autres. Et effectivement, si celui-ci faiblit, on peut tout à fait concevoir que, quand je parlais d'équilibre, de meilleure harmonie entre le service des différents publics, il y a un moment où celui-là, celui des actionnaires, doit être aussi pris en compte. Et donc, c'est un équilibre permanent. Ça concerne, et je suis persuadé que Faber n'a pas tort à la fois de poursuivre la vision élargie qu'il avait et de devoir prendre des mesures pour restaurer ou améliorer sa performance économique et financière. Ce n'est pas incompatible, encore une fois. Et comme c'est Danone en plus, ça me fait penser, j'étais jeune à l'époque, très jeune même, mais à un ancien patron de Danone, Antoine Riboud. Antoine Riboud, le créateur de Danone tel qu'il est. En 1972, vous vous en rappelez. La cathédrale. En 1972, lors d'un congrès du CNPF à l'époque à Marseille, Antoine Riboud avait dit et avait surpris en disant la performance de l'entreprise, elle est économique et sociale. Et 2 ans plus tard, Danone vivait une grave crise. Et des plans de départ ont dû être mis en œuvre. Bon. C'était en 72-74. Donc il y a 45 ans, 50 ans presque. Mais c'est dans la mémoire de l'entreprise. Eh bien, il a été, là aussi, accusé d'être pris en défaut. Et pourtant, c'était quand même la bonne vision. Et donc, effectivement, il y a une dimension de la performance qui peut s'affaiblir, elle peut être économique, la dimension sociale, la dimension environnementale, parce qu'il y en a d'autres qui sont critiqués sur d'autres dimensions. Et donc, l'art de gouverner une entreprise, c'est de justement trouver le meilleur équilibre qui peut bouger à tout moment. On connaît dans le monde moderne, et c'est une réalité de plus en plus fréquente, des patrons qui sont virés par leurs actionnaires parce qu'ils n'ont pas les résultats financiers, en tout cas qu'ils n'ont pas la bonne stratégie, qu'ils ne délivrent pas les bons résultats. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on verra des patrons virés parce qu'ils n'ont pas un bon objectif de préservation de la planète, parce que leur vision sociale n'est pas celle qui convient? Est-ce que cet univers qui est drivé tout de même par la performance financière va petit à petit changer et on verra des patrons virés pour ce qu'ils n'ont pas fait pour le reste? Je crois que oui. Je crois que oui. Et même, je pense que... Il n'y a pas d'exemple aujourd'hui, hein, si, je prends le patron de BP avec la catastrophe technologique et donc écologique dans le golfe du Mexique. Il a été viré. Mais il y avait tellement de conséquences, ça a coûté tellement cher à BP que peut-être c'est aussi ça que les actionnaires... Mais de toute façon, une mauvaise performance environnementale ou sociale peut aussi entraîner des conséquences économiques. Et ça sera de plus en plus le cas. Donc oui, je le pense. Et vous le savez, la vision actuelle, cette vision élargie, elle provient aussi d'une évolution progressive des mentalités sur l'entreprise. La performance économique et financière a été, depuis un certain nombre d'années, complétée par ce qu'on appelle la responsabilité sociale et environnementale. La RSE. Mais avec un objectif prioritaire et une contrainte, la RSE. Plutôt que responsabilité sociale et environnementale, me semble-t-il, on devrait dire objectif social et environnemental comme objectif économique. Et il faut considérer l'ensemble de ces dimensions comme des objectifs de performance qu'il convient d'équilibrer et éventuellement de changer les poids avec le temps entre ces différentes dimensions. Donc l'entreprise responsable, c'est l'entreprise à objectif économique, social et environnemental.
Jérôme Chartier, je le disais, vous êtes le fondateur des Entretiens de Royaumont, des lieux de débat, encore une fois, très intenses. Comment est-ce que, au travers des différentes sessions de ces entretiens, année après année, comment est-ce que vous avez vu la notion d'entreprise et la vision que le monde extérieur a de l'entreprise évoluer? Bon, d'abord, c'est vraiment un débat très intéressant et j'écoute avec beaucoup d'attention Antoine Frérot. C'est central, cette question de responsabilité d'entreprise. C'est ma vision, c'est ce que j'ai pu observer à travers toutes les sessions des entretiens de Royaumont. On peut toujours trouver des raisons. Pour ma part, je pense que la mondialisation et l'accélération des échanges, la numérisation de la société, a mécaniquement affaissé le rôle des États, parce qu'ils ont été dépassés par un phénomène, la mondialisation, sur lequel ils n'avaient plus de maîtrise. Et les institutions mondiales, très simplement, n'étaient pas adaptées à cette mondialisation-là. Nous avons des institutions qui datent de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec des équilibres qui existaient à cette époque-là et qui ne sont plus les équilibres d'aujourd'hui. Et le monde ne s'est pas réorganisé pour faire face aux nouveaux enjeux, la numérisation de la société, l'accélération incroyable des flux, la mondialisation et les nouveaux équilibres économiques. Et au fond, face à cet affaissement des États, les entreprises qui sont des organismes vivants n'ont pas eu d'autre solution que de réagir pour prendre leurs responsabilités, leur part de responsabilité. Il y a eu ceux qui sont allés très vite, Antoine Frérot. Veolia. Il y a eu d'autres entreprises qui prennent plus de temps. Il y a des fonds d'investissement, on l'observe, qui ont des personnalités emblématiques, qui ont des discours très proactifs, mais en réalité qui, dans les faits, sont nettement plus conservateurs que l'on peut l'imaginer. Bref, la responsabilité de l'entreprise, en vérité, c'est l'avenir. Il n'y a pas d'alternative. Elle sera obligée d'être responsable parce qu'elle prend aujourd'hui à sa charge une stabilité du corps social qui va largement au-delà de ce que l'on peut croire. On parle beaucoup des questions de laïcité en ce moment. Je parle sous le contrôle d'Antoine Frérot. Est-ce que les questions de laïcité sont aujourd'hui dans l'entreprise? Réponse, oui. Est-ce que les chefs d'entreprise, les contremaîtres, les personnes d'encadrement doivent faire face à ces enjeux de laïcité? Réponse, oui. Est-ce qu'elles le font? Oui, forcément, parce que c'est une responsabilité qui parfois peut monter jusqu'aux instances de concertation avec les organisations syndicales. Donc ça veut dire que l'entreprise a une responsabilité de stabilité du corps social aujourd'hui, pas seulement en France, partout dans le monde. Et au fond, il faut maintenant qu'elle se dise, et ça c'est l'enjeu majeur, Antoine Frérot en parlait à l'instant, est-ce que cela fait partie de l'un des éléments qui rentre en jeu s'agissant de la responsabilité que l'entreprise, l'organisation a face à l'actionnaire, ou non? Et pour l'instant, on a encore plusieurs visions. L'an dernier, aux entretiens de Royaumont, le thème était: est-ce que le capitalisme peut-il ou non être responsable? Je dirais, un an après, au fond, le capitalisme n'a pas d'autre choix que d'être responsable. Parce que son avenir passe par sa prise de responsabilité. On pose la question de savoir comment est-ce que les Français vont faire preuve de résilience collective à la sortie de la crise due de la Covid. C'est une question qui est centrale parce qu'on sent aujourd'hui une espèce d'atonie générale, bien sûr, qui est conduite à la fois par les conditions de couvre-feu et puis de confinement partiel, en quelque sorte, dans la journée quand même, malgré tout. Du fait de la fermeture des restaurants, des lieux publics et puis des espaces publics, malheureusement, qui fait que nous sommes aujourd'hui qu'en mode digital et que nous souhaiterions être à la fois en digital et en physique, ce qui est aussi une évolution et un apprentissage de cette période pandémique que nous connaissons depuis un an. Et au fond, on sent cette espèce d'atonie populaire générale. Comment est-ce que les Français vont sortir de cette période d'atonie? Comment est-ce qu'ils vont faire preuve de résilience collective? Je ne vois pas comment est-ce qu'ils peuvent faire preuve de résilience collective sans que les entreprises prennent un rôle majeur qui marque une forme de responsabilité sociale extrêmement importante dans cette mobilisation collective. Ça ne sera plus seulement une question, je dirais, des institutions. L'affaissement de l'État est là, le poids qui est pris par la région existe, certes, mais n'est pas encore arrivé à un stade qui permet de parler, je dirais, de pouvoir des territoires. Ce n'est pas la vérité. Il y a le pouvoir des métropoles, on l'observe, mais tous les territoires n'ont pas pris cette même ampleur. Les entreprises seront l'un des éléments majeurs pour la manifestation de cette résilience collective.
Est-ce que les entreprises sont aujourd'hui plus puissantes que les États? La question ne se pose même plus pour certaines. Donc la réponse est oui. Ben oui. Qu'est-ce qui s'est passé lors de l'élection américaine? Pour des raisons sur lesquelles je ne reviens pas, parce qu'au fond, ça ferait une table ronde à elle toute seule. Mais la prise de décision de l'entreprise Twitter de suspendre le compte de Donald Trump est une décision éditoriale. Il y a 20 ans, au début des années 2000, la question de la responsabilité éditoriale s'était posée, et en l'occurrence, les entreprises du numérique avaient collectivement dit qu'elles étaient un apporteur de possibilités, mais jamais... Elles refusaient ce rôle, elles refusaient cette responsabilité éditoriale. 20 ans après, elles prennent cette responsabilité sans en conférer à personne. Elles ont créé, à l'instar de Facebook, des organisations internes pour montrer qu'elles sont soucieuses de questions déontologiques. C'est très bien. Mais est-ce qu'il y a aujourd'hui un régulateur de l'éditorial au niveau mondial? Non. Donc on voit bien que les États se sont affaissés, que certaines entreprises ont pris le pas sur les États. Je pense bien sûr aux questions de monnaie numérique qui sont aujourd'hui au centre des discussions, qui sont extrêmement importantes, puisque, en l'occurrence, dans monnaie, il y a politique monétaire. Dans politique monétaire, il y a politique. Et donc, par conséquent, c'est l'apanage des États jusqu'à présent de régler la question monétaire à travers à travers une vision politique. La monnaie numérique n'a pas de vision politique. En l'occurrence, elle est un intermédiaire parfait pour la transaction, mais elle n'a pas de vision politique. Or, depuis... longtemps, je dirais même très longtemps, il y a toujours une vision politique dans la conduite de la politique monétaire. Et en l'espèce, une vision purement numérique change radicalement la donne, change les équilibres et puis affaisse encore un peu plus le pouvoir des États. Vous avez été très longtemps un élu de la République, on dit, député, élu, réélu, et avec un rôle important dans les majorités. La majorité, en tout cas, vous étiez un élu de droite, à l'époque où la droite et la gauche voulaient dire quelque chose. Est-ce que vous avez le sentiment que aujourd'hui, le regard du politique sur l'entreprise a changé, j'allais dire, dans le bon sens? Est-ce que le politique crédite l'entreprise de ce que disait Antoine Frérot, c'est-à-dire le fait qu'elle a pris en compte ses responsabilités et qu'elle fait, disons, peut-être de son mieux pour essayer d'y faire face? C'est une question extrêmement difficile et la réponse est très difficile. Objectivement, comment est-ce qu'aujourd'hui un responsable politique, un élu politique peut ne pas considérer le rôle de l'entreprise? Ce n'est pas possible. C'est l'entreprise qui apporte la richesse aux familles, qui apporte la stabilité des territoires, qui apporte la valeur d'un territoire, mais aussi d'une nation. Que serait la France sans les très grandes entreprises françaises? Aujourd'hui, malheureusement, elle ne serait pas grand-chose. Et j'en suis bien désolé, mais ainsi vont les choses et ainsi va la vie. Je dis pourquoi j'en suis désolé, parce que la France des Lumières, pour moi, c'est quelque chose. Le point de départ de la francophilie, qui est la France des Lumières, la France de la langue, c'est quelque chose. Mais aujourd'hui, il faut le reconnaître, la France des entreprises est ce qui porte la France, est ce qui porte l'image de la France à l'international, et Dieu merci. Mais d'un autre côté, allez, avouons-le, il y a aujourd'hui, on l'observe, une radicalisation des comportements dans la vie politique française, sans doute conduit par certaines pensées populistes ici et là, et qui du coup cherchent toujours à stigmatiser l'entreprise comme étant l'affaire du profit de quelques-uns, qui est une erreur absolument manifeste. Enfin, c'est la France d'hier, voire d'avant-hier. C'est celle qui, de mon point de vue, n'existera plus dans les 20 ans qui viennent. Jamais. L'entreprise ne peut pas être autre chose qu'un être vivant avec une dimension sociale manifeste et prononcée, parce que les Français, les citoyens du monde, auront besoin de vivre, de s'enrichir, de progresser, de prospérer, et donc par conséquent, ils le feront à travers l'entreprise. Et puis aussi, parce que l'entreprise, je le disais tout à l'heure, est devenue un objet social de stabilité sociale, et donc par conséquent, eh bien, n'importe quel citoyen du monde aura besoin de trouver sa stabilité sociale au sein de l'entreprise. Donc oui, comment est-ce qu'un responsable politique aujourd'hui peut nier le rôle de l'entreprise? J'avoue ne pas le comprendre. Et en même temps, vous êtes comme moi, je suis comme vous, j'écoute, j'observe et je vois les prises de position. Que ça existe. Un mot que j'ai
pris au fil de votre discours. Vous disiez les fonds d'investissement ont aujourd'hui un discours qui est beaucoup plus respectueux de ce que prêche Antoine Frérot. Mais je reprends le sens de votre propos. Ils en disent beaucoup plus qu'ils n'en font. C'est-à-dire ? Bon, je ne vais pas te citer de nom, ça ne sert à rien. Et sans doute. Ça peut servir, hein. Ça peut faire progresser. L'audience digitale doit Ouais. certainement connaître les noms mieux que moi. Mais. Il n'en est pas moins sincère, celui que vous visez, si vous me permettez. Non, mais j'en suis sûr. Alors, vous parlez de BlackRock. Je ne sais plus. En tout cas, Antoine Frérot, sans doute, a une idée. Son patron, Larry Fink, fait une lettre régulière. Il avait pas mal secoué quand même cet univers du capitalisme en disant, ben voilà, c'est ces objectifs-là. Nicolas Bout, que les présidents emblématiques de fonds d'investissement prennent des positions qui sont radicales et qui sont tout à leur honneur, c'est très bien. Est-ce que le gestionnaire de l'actif de ce fonds d'investissement, qui a une telle dimension que le président, de toute façon, ne peut pas voir la façon dont chaque gestionnaire d'actifs procède, est suffisamment inspiré par les paroles du président que cela vient impacter sa propre vision et sa propre relation avec l'actif qu'il gère? Vous en doutez? Pour l'instant, j'en doute. Antoine Frérot? Oui, il faudrait revenir sur deux choses. Sur ce dernier point, tout d'abord, vous avez raison, Jérôme, dans le constat que pour l'instant, le gestionnaire d'actifs n'a pas fondamentalement changé sa vision des choses. Moi, il se trouve que j'ai rencontré avec quelques autres le président de BlackRock il y a quelques années. Larry Fink. Je le crois vraiment sincère. Bon. Mais pour faire changer un tel modèle pour un des plus gros gestionnaires de fonds du monde, c'est énorme, et que ça descende progressivement dans l'ensemble des pratiques de l'entreprise, ça prend du temps. Cette idée d'entreprise à objectif pluriel, c'est en 2007-2008, moi, que j'ai commencé à en discuter avec certains. Il a fallu 10 ans pour progressivement que ça vienne sur le devant de la scène. Donc, je pense qu'on peut penser que progressivement, également, les actionnaires aussi partagent l'idée qu'ils ont une nécessaire solidarité avec les autres acteurs de l'entreprise, car sinon, eux-mêmes, ils scieront la branche sur laquelle ils sont assis. Et puis, je me permets de revenir sur un deuxième point, c'est les entreprises plus puissantes que les États. C'est une situation qui n'est pas souhaitable. Mais qui existe. Qui peut exister avec pour certains, mais il faut la corriger. Importance de l'économie, et Dieu sait si je pense que c'est important. Primat du politique, au moins dans les démocraties. Notre système s'écroulera si le politique, démocratiquement élu, ne parvient pas à réguler l'action économique. Car l'économie, par rapport à la politique, est un moyen. La fin, c'est l'organisation de notre vie collective le plus harmonieuse possible. Et donc, ce n'est pas souhaitable que les entreprises se substituent aux États ou au monde politique. Et c'est un danger. Et là, je suis très clair là-dessus. Il est donc nécessaire que le politique reprenne la main là-dessus pour que ça soit bien la vision de la société et de notre vie collective qui permette à l'économie de s'orienter pour servir cette vision. Antoine Frérot, je disais en vous présentant que vous avez animé, que vous continuez à animer un peu l'actualité économique, financière, au travers d'une opération que vous avez lancée au milieu de l'été et qui se poursuit avec différents épisodes. Je parle évidemment de votre tentative de conquérir Suez. Vous avez lancé aujourd'hui une OPA sur Suez. Suez se défend, pense que ça n'est pas son intérêt. Les salariés de Suez, en partie, pas tous probablement, disent on n'est pas heureux de ça. Votre objectif pluriel, il est où là? Eh bien, il est justement parfaitement servi. Qu'est-ce que vise ce projet? Par le rassemblement des deux entreprises, de leurs talents, de leurs moyens, de construire un grand champion de la transformation écologique. Au moment où jamais l'urgence écologique n'a été aussi importante dans le monde, au moment où les populations de tous les pays espèrent des solutions pour la gagner,
Ce projet, surtout si on le compare à des alternatives, et notamment aujourd'hui, l'alternative, la seule alternative, c'est un projet de fonds financiers court-termistes. Ce projet, c'est un projet de long terme qui apportera à notre pays un leader mondial dans un métier clé pour l'avenir et qui va structurer une profession pour les 20 à 30 ans. C'est un projet d'avenir, de long terme, industriel, et on peut le comparer à un projet financier de court terme. Donc oui, le projet de rapprochement, vous êtes raccord avec ce que vous professez. Dans la raison d'être. Il est dans la raison d'être. Et si on avait un peu plus de temps, je vous expliquerai ce qu'il va apporter à chacune des parties prenantes, aux actionnaires, aux salariés, aux clients, à la planète, aux fournisseurs et au territoire. Et à Jérôme Chartier. Merci beaucoup, Jérôme Chartier. Merci pour cette vision que vous nous avez apportée au travers de ce que vous portez, c'est-à-dire les entretiens de Royaumont. Merci, Antoine Frérot. Merci pour votre témoignage et pour cet éclairage de ce que pense le capitalisme, en tout cas une grande partie du capitalisme français.